Voir s'affronter les deux titans de l'écurie DC Comics sur grand écran est un fantasme pour la Warner Bros, dont les officiels, dès 2001, en confient le projet au réalisateur allemand Wolfgang Petersen, à qui l'on doit entre autres des films comme Das Boot ou encore L'Histoire sans fin. Seulement l'idée restera à ce simple stade et ne sera jamais mise en chantier, tout du moins pas avant la Comic Con de San Diego de 2013 où elle refera enfin surface. Le Man of Steel de Zack Snyder remportant un succès mitigé, sa suite est tout de même annoncée lors de la convention avec toujours Snyder à sa tête et devant introduire dans le DC Extended Universe à venir Batman en s'inspirant entre autres du Dark Knight Returns de Frank Miller. Côté scénario, c'est Chris Terrio remplaçant au pied levé David Goyer qui se charge de reprendre le script du projet pharaonique, déclarant vouloir baser son travail et sa réflexion sur le poème de W.H. Auden, Le Musée des Beaux-Arts, où comment se crée le contraste entre le quotidien difficile des gens normaux et les combats épiques des différentes figures mythologiques. Originellement, le Joker et l'Homme Mystère devaient apparaître dans le film, mais Snyder décida finalement de les supprimer du script. Le casting de Man of Steel reprend du service et se voit enrichir de la présence de nouveaux. À l'annonce de Ben Affleck dans le rôle du Chevalier Noir, une énorme vague de contestation se soulève et sature les internets, comme rarement vu jusque-là, si ce n'est depuis le cas Michael Keaton 30 ans plus tôt, qui avait déjà connu à sa manière la même indignation précoce de la part des fans. Cependant, la production tient bon et Affleck est maintenu dans le rôle de Bruce Wayne. J.C. Eisenberg coiffe au poteau des Bryan Cranston ou encore Mark Stromb ou Joaquin Phoenix pour celui de Lex Luthor, et l'israélienne Gal Gadot devient Wonder Woman malgré une fois de plus un mécontentement général côté public. Après un démarrage sur les chapeaux de roue au box-office, le meilleur de l'histoire de DC Comics au cinéma et le 4e meilleur démarrage de tous les temps, l'enthousiasme finit par se tasser rapidement, la critique s'avère mitigée voire virulente d'après certains sites, et Batman vs Superman échoue devant son concurrent direct Civil War de Marvel Studios, n'engrangeant au total que 873 millions de dollars, soit loin en dessous des Dark Knight de Nolan, et ce qui est un véritable échec pour une production réunissant les deux super-héros les plus symboliques de l'histoire. Bien le bonjour les Inxéos, et aujourd'hui nouvel épisode de Magnétoscope. Nous allons parler de Batman vs Superman, la version ciné. Je ferai peut-être un magnétoscope pour la version longue parce qu'il y a des choses à dire, mais le produit officiel, clairement, c'est la version ciné. Donc je vais passer en revue la version ciné, celle qui est tant décriée. Et plus ça va aller, je pense que plus les magnétoscopes seront longs, parce que à la limite, quand je fais un magnétoscope sur Batman de Tim Burton ou Superman de Richard Donner, il n'y a pas grand chose à dire, ce sont des films qui font l'unanimité, mais quand on arrive sur le DCU actuel, vous imaginez bien que c'est un sujet beaucoup plus épineux. Donc voilà, il se peut que les magnétoscopes soient un peu plus longs, je vais essayer quand même d'aller vite, et je vais commencer dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Résumé du film, c'est la suite de Man of Steel. Bruce Wayne a assisté aux premières loges au combat destructeur entre Zod et Kal-El à la fin de Man of Steel, qui a ravagé la moitié de Metropolis et engendré de par ce fait une dizaine de milliers de morts. Donc Bruce Wayne commence à prendre Superman en inversion, comme une bonne partie de la planète également. Et puis il y a également d'un autre côté Lex Luthor, qui est un mania, un riche industriel et scientifique à ses heures perdues, qui enquête sur un minerai extraterrestre trouvé dans la carcasse du vaisseau de Zod détruit par Superman à la fin de Man of Steel, carcasse qu'on retrouve dans l'océan Indien, là où il était implanté à la base. Et donc Lex Luthor apprend la présence d'un minerai qui s'appelle la kryptonite, et il l'étudie, et il se rend compte que c'est un minerai qui a comme vertu d'affaiblir les cellules souches kryptoniennes. Voilà, donc en très gros il peut en faire une arme, et c'est bien son intention. Quel rapport j'entretiens avec Batman vs Superman? Un rapport extrêmement frileux, c'est-à-dire que la première fois que j'ai vu ce film, c'était en streaming en 2016, puis après sa sortie au ciné. Je me suis refusé d'aller le voir au ciné parce qu'à l'époque, je boycottais ce DCEU, voilà, je vous le dis. J'avais vu Man of Steel au cinéma, je ne l'avais pas du tout aimé. Et lorsque j'ai vu Batman vs Superman, étant donné que c'était la suite de Man of Steel, je ne voulais pas aller le voir au cinéma. Je boycottais ce DCEU, clairement, qui commençait très mal pour moi, et je voulais pas voir ça. Et moi, ça me faisait chier qu'on reboot Batman, alors que j'aurais préféré qu'on continue avec le Batman de Nolan. Mais bon, ça c'est une erreur de parcours de ma part, mais quoi qu'il arrive, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2016 lorsque ce film est sorti, ce qui explique pourquoi je ne suis pas allé le voir au ciné. J'ai tout de suite vu la version longue, et je n'ai pas aimé.
Donc comme quoi c'est pas forcément l'excuse de la version classique hein, qui est bâclée. Même la version longue je l'ai pas aimé la première fois que je l'ai vue. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour une fois de plus comprendre la vision de Snyder. Et du coup c'est ce qui m'a permis également de revisionner le Man of Steel de Snyder et de petit à petit l'apprécier. Voilà, il m'a fallu plusieurs visionnages pour apprécier Man of Steel. Je ne peux pas en dire autant pour BVS que je n'apprécie pas forcément autant que Man of Steel parce qu'il y a beaucoup de points négatifs et c'est d'ailleurs le but de cette revue. Donc voilà pour le rapport que j'entretiens avec BVS. Je l'ai regardé en version classique pour cette revue et c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que je vois la version ciné de Man of Steel. D'habitude, je regarde la version longue. Bref, quoi qu'il arrive, écoutez, c'est parti. Alors on va commencer par les points négatifs et on finira par les points positifs. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai relevé plusieurs. On parle ici de facilité scénaristique. Par exemple, l'omniscience de Lex Luthor qui établit des plans de fou furieux sans jamais qu'on le voit y réfléchir, sans jamais qu'on le voit faire. C'est-à-dire qu'on a un Lex Luthor qui est le génie du mal absolu, qui est, comment dire, qui sait exactement ce qui va se passer, qui sait pour la kryptonite, qui sait pour l'identité de Bruce Wayne et de Clark Kent, qui sait pour tous les autres méta-humains qui existent dans le monde, hein, c'est-à-dire qu'il a allé dégoter Aquaman au fin fond de l'océan, il sait pour Wonder Woman, enfin il sait pour Flash. Enfin voilà, on a un Lex Luthor qui est sur tous les plans d'action et qui est omniscient, qui sait absolument tout, c'est le génie du mal. Et le problème c'est qu'on ne voit jamais dans ce film Lex Luthor en action, Lex Luthor qui réfléchit, Lex Luthor qui enquête, c'est-à-dire que tout lui tombe dans le bec et voilà, c'est une facilité scénaristique. On a un Lex Luthor extrêmement manipulateur et calculateur, mais au final on le voit jamais opérer, donc on ne sait pas comment est-ce qu'il fait pour être à ce point-là calculateur et manipulateur. Autre facilité scénaristique, le vaisseau de Zod, vous savez qui est la carcasse du vaisseau qui est dans l'océan Indien, eh bien elle est accessible à tout le monde hein, parce qu'elle se trouve à quelques kilomètres des plages, sur une île apparemment inhabitée, ou alors par quelques locaux. Et le problème que j'ai avec cette scène, c'est qu'on nous montre clairement qu'il n'y a pas d'armée en fait. Normalement, je sais pas, la zone devrait être bouclée, militarisée à mort, parce qu'il s'agit quand même d'un vaisseau extraterrestre, ou ce qu'il en reste. Donc il devrait y avoir toute l'armée américaine autour qui a pris possession des lieux et qui interdit l'entrée à quiconque, quoi. Et je veux dire, les mercenaires les mercenaires de Luthor, ne devraient pas avoir accès à la carcasse du vaisseau de Zod. Donc facilité scénaristique et un petit peu incohérence, on pourrait dire. Et puis au tout début du film, lors du combat entre Kal-El et Zod, et que lorsqu'on voit tout Metropolis s'effondrer, il y a l'employé qui travaille à Wayne Enterprises qui appelle Bruce Wayne pour savoir, entre gros il appelle son patron pour savoir s'il peut faire évacuer les lieux. Le mec il est au-dessus d'une tour avec tous ses employés, toute la ville s'effondre autour d'eux, tremblement de terre, machin, destruction, voilà, catastrophe. Et le mec appelle son patron pour savoir si il a le droit de faire évacuer l'immeuble, tu vois. Donc c'est complètement con et incohérent. Et lui-même, il reste. C'est-à-dire que le mec qui appelle, il fait évacuer ses collègues, mais par contre, lui, il reste dans l'immeuble jusqu'à ce qu'il s'effondre, alors qu'il avait 15 fois le temps de se barrer, les gars. Donc tu vois, il y a tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour créer du drama facile. Voilà, pour qu'on se dise, putain, le pauvre, il est mort, machin. Du coup, c'est des facilités scénaristiques et ça me fait un peu chier. C'est exactement, pour moi, quand je vous parle de ça, ça me rappelle clairement l'épisode de la tornade sur Man of Steel, hein, la mort de Jonathan Kent, qui était également une facilité scénaristique. Ensuite, un gros point négatif, ce sont les incohérences que j'ai relevées dans le film. Par exemple, alors déjà, il y a la scène de dialogue entre Lex Luthor et la sénatrice qui ne veut rien dire. Cette scène ne veut rien dire, on ne sait pas de quoi il parle. La sénatrice fait comprendre à Lex Luthor qu'elle lui a refusé sa licence d'importation, puisque Lex Luthor a obtenu auprès de la sénatrice une licence d'importation pour faire venir depuis l'océan Indien jusqu'aux États-Unis la kryptonite qu'il a trouvée dans le vaisseau de Zod, enfin ce minerai qu'il a trouvé. Et le problème, c'est que la sénatrice, elle lui accepte, et là, dans cette scène, elle arrive, elle lui dit qu'elle le refuse. Alors, elle n'explique pas pourquoi elle a changé d'avis, et s'ensuit des dialogues vraiment bizarres, des choses, des textes complètement alambiqués, enfin des trucs vraiment bizarres. Regardez cette scène, je ne la comprends pas, je ne sais pas ce qu'elle vient foutre là en fait. Ça rajoute des longueurs au film, ça n'aurait pas dû. Pourquoi Superman a-t-il une statue ? On voit que Superman a une statue comme si les gens le portaient dans leur cœur, alors que c'est clairement pas le cas dans le film. Hein. La partie de la population mondiale est divisée à son sujet.
Il a créé de manière indirecte, certes, mais il a quand même créé des dizaines de milliers de morts avec son combat contre Zod, même s'il essayait de sauver les meubles. Les gens sont pas censés savoir que Superman essayait de sauver les meubles. Je veux dire, quand tu es humain et que tu vois Superman se battre avec Zod et que tout s'effondre et que tu connais pas Superman parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de se révéler au monde et de dire qui il était vraiment, de se présenter, quand tu sais pas de qui il s'agit et que tu vois deux mecs qui se foutent sur la gueule et qui sont en train de tout détruire, s'il y en a un qui survit, je vois pas pourquoi tu le porterais dans ton cœur et que tu en ferais une statue, tu vois. Donc je sais pas pourquoi Superman a sa statue dans ce film, en fait. Perry White. Perry White qui fuit littéralement le scoop. C'est-à-dire que lorsque Clark Kent et Lois Lane se proposent de lui écrire des articles sur Batman, la chauve-souris de Gotham, ou sur Superman, le mec les remballe et les invite clairement à changer de sujet et à opter pour des sujets beaucoup plus classiques. Hein. Parler du match de tennis d'hier ou parler de la météo. Mais ne parlez pas de Superman et de Batman dans mon journal. Donc là, on est à l'extrême opposé du Perry White de Superman Returns, qui lui plaçait Superman à toutes les sauces dans ses articles. Et je veux dire, quand tu es à la tête d'un journal, le but c'est de vendre du papier, le but c'est de faire du scoop. Donc quand il y a dans ton monde Superman et Batman qui viennent d'arriver, clairement, enfin Batman ne vient pas d'arriver, mais sa présence est encore un peu mystérieuse, c'est juste qu'elle s'avère de plus en plus réelle, sa présence, avérée, voilà. Tous les journaux devraient en parler, quoi. Et Perry White, là, il fuit le scoop, voilà. C'est complètement con de sa part, je trouve. Bruce Wayne est sujet à plusieurs visions, des visions post-apocalyptiques Mad Max, donc des références à Darkseid et des références au paradémon. On est dans le futur, un futur post-apocalyptique où tout est détruit, où Batman est encore en train d'agir, où Superman existe toujours, mais Superman et Batman se foutent sur la gueule. C'est complètement incompréhensible. Cette scène est complètement incompréhensible. Pourquoi Superman est méchant dans cette scène? Pourquoi est-ce qu'on utilise Darkseid avec le signe Oméga, avec les paradémons? Pourquoi est-ce que Batman tue? Enfin bref, ça c'est une question à laquelle on essaiera de répondre plus tard dans cette review. Il y a beaucoup... La vision avec Flash également, lorsque Bruce Wayne se réveille et qu'il voit Flash lui parler. Alors déjà, on arrive à peine à comprendre qu'il s'agit de Flash parce que ce Flash n'est pas ressemblant au Flash qu'on connaît. La version canonique de Flash, on va dire. Seuls les fans purs et durs vont savoir qu'il s'agit de Flash parce que les voyages dans le temps, tu vois, donc tu fais la liaison. Mais sinon, au niveau esthétique, au niveau visuel, on reconnaît pas du tout Flash, quoi. Tu peux te dire à tout moment, mais c'est qui ce connard qui intervient dans la vision de Bruce Wayne? Et il y a des visions de Bruce Wayne comme ça qui sont what the fuck et qui sont inexpliquées et qui restent inexpliquées. Alors vous allez me dire que ces visions étaient là pour introduire quelque chose qui aurait dû continuer dans Justice League, mais vu que Justice League a changé de réalisateur, les plans ont changé, donc du coup, eh bien, le fait que Justice League ait changé de réalisateur et de plan, eh bien, ça fausse clairement ce qui a été les graines qui ont été plantées dans Batman vs Superman. Je suis d'accord avec vous, il y avait sûrement une suite logique qu'on aurait dû découvrir dans les films après. Le problème, c'est que là, je parle de Batman vs Superman, je parle que d'un film. Et dans ce film-là, les scènes-là sont incohérentes et n'apportent rien, et ils sont même incompréhensibles, et elles perdent le spectateur. Zack Snyder se permet de perdre le spectateur dès le deuxième film en implantant des choses qui sont what the fuck. Je ne comprends pas le plan de Lex Luthor en Afrique qui force Superman à intervenir en enlevant Lois Lane, en très gros, et qui demande à ses mercenaires de buter l'armée rebelle là, en Afrique. Une des premières scènes du film. Si tu veux faire accuser Superman de meurtre, tu ne tires pas à la Kalachnikov sur les cibles en question. Ça n'a aucun sens. Superman n'a pas de Kalachnikov. Donc je comprends pas le plan de Lex Luthor qui sur le coup est foireux. Alors vous allez me dire c'est expliqué dans Batman vs Superman version longue. Certes, mais là on parle de Batman vs Superman version ciné, tel qu'il a été présenté au grand public. Donc il y a des choses qui sont inexpliquées et qui ne devraient pas trouver leur explication dans une version longue, qui devraient être expliquées dans ce film-là. Et cette scène n'est pas expliquée. Cette scène cette scène en Afrique est incompréhensible. Clairement, une fois de plus. En plus, ça intervient dès le début du film, quoi. Donc grosse incohérence également, grosse erreur d'écriture. À la toute fin du film, on fait mourir Superman. Ok, tu peux le faire revenir Superman. Superman n'est pas mort, etc. Superman lives. Ok, tu peux le faire mourir Superman. Mais tu ne peux pas faire mourir Clark Kent et le faire revenir après. Clark Kent est mort officiellement dans cette saga, à la fin du film. On nous apprend, par la presse d'ailleurs, qu'il est mort lors du combat entre Superman et Doomsday. On nous apprend que Clark Kent est mort. Il y a un enterrement officiel, toute sa famille est au courant, tous ses proches, ses collègues de travail, etc. Tout le monde est au courant que Clark Kent est mort. Comment on fait pour faire revenir Clark Kent après? Puisqu'il doit revenir dans la suite. On se tire une balle dans le pied littéralement au niveau de l'écriture. Tout ça, tous ces points-là sont regroupés sous un gros point négatif que j'ai nommé incohérence. Et il y avait un premier point négatif dans la vidéo qui était la facilité scénaristique. Là, on arrive sur un troisième gros point négatif du film, les erreurs de caractérisation.
Lex Luthor en chien fou insupportable. Insupportable. Vous allez me dire, cette version de Lex Luthor a existé dans les comics, peut-être dans une version obscure des années 60, j'en sais rien et je m'en fous en fait. Je veux dire, il existe une version canonique de Lex Luthor qui est connue à l'heure actuelle, c'est le Lex Luthor avec son verre de whisky et son cigare dans son fauteuil en cuir en haut de sa tour de cristal, qui élabore ses plans, chauve bien évidemment et en costard. C'est cette version de Lex Luthor que j'ai envie de voir au cinéma, c'est pas une autre. C'est quoi ce guignol là? Clairement. D'autant plus que le film aurait été largement meilleur si on avait eu la vraie version de Lex Luthor. Je vous explique un truc. Imaginez le même film sans qu'on sache dès le début que Lex Luthor est derrière toutes les manigances. C'est-à-dire que Batman et Superman sont montés l'un contre l'autre jusqu'au combat final. Il y a plein de choses dans ce film qu'on voit et on comprend qu'il y a manipulation, on comprend qu'il y a des manigances, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et à la fin du film, scène post-générique ou alors dernière scène du film, avant le rideau, le tombé de rideau. Dernière scène du film, on voit Lex Luthor, donc le chauve en costard, qu'on a envie de voir, hein, avec sa cravate super classe, sa grosse chevalière et son verre de whisky, dans son fauteuil, en train de refermer un journal et de regarder la caméra. Avec un air sombre et un côté très, comment dire, très machiavélique, pardon. Et là, on comprend, via cette scène, que c'est lui qui a tout manigancé, et c'est lui qui a fait en sorte que Batman et Superman se détestent et se foutent sur la gueule. Le film aurait été 15 fois meilleur si Lex Luthor avait été présenté comme ça. Autre erreur de caractérisation, c'est sur Superman, et ça fait chier, c'est le personnage principal du film avec Batman. Superman qui se fout littéralement de ce que pensent les autres sur lui, quoi. Après la scène en Afrique, Lois Lane explique à Clark que du coup les médias sont en train de tout lui mettre sur le dos. On a retrouvé des dizaines de soldats rebelles en Afrique morts et on est en train de tout mettre sur le dos de Superman. Et Clark Kent dit gentiment à Lois Lane, ouais, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. What? Et puis on a Batman qui donne la mort avec l'intention de donner la mort dans ce film, et c'est ça qui est un vrai problème. À la limite que Batman tue, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans mes vidéos, ça ne pose pas de problème au cinéma, pour moi, parce que il faut que, si super vilain il faut que super vilain meure à la fin du film. Tu peux pas te permettre d'enfermer tout le monde à l'asile d'Arkham ou au pénitencier de Blackgate, en fait. Batman ne peut pas se permettre ça. À la limite, dans les jeux vidéo, ok, dans les comics, ok, mais en film, ça décribiliserait littéralement les méchants. Si Batman arrive à chaque fois à mettre une rouste au méchant et à le menotter, ça veut dire que le méchant il est pas si puissant que ça, finalement, et donc qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, quelque part, tu vois. Donc oui, je veux qu'il y ait des morts à la fin. Dans les films Batman, je suis pour qu'il y ait des morts et que les méchants meurent, ou peut-être pas tous, mais qu'une partie d'eux meurt. J'ai rien contre le fait que Batman tue, si c'est de manière involontaire. Si c'est pas voulu, parce que c'est les dégâts collatéraux, et parce que ça reste un homme, Batman, hein, donc il est pas, contrairement à Superman, il peut pas se rendre là où il veut, il peut pas il y a des choses qu'il peut pas empêcher, quoi. Donc qu'il y ait des gens qui meurent, qu'il y ait des ennemis, des vilains qui meurent dans un film Batman, je ne suis pas contre, au contraire, bien au contraire, je suis même pour, finalement, parce que ça renforce le côté un peu légendaire du méchant, quoi. Faut qu'il meure ce méchant, sinon il continuera, tu vois. Donc ok, le problème dans Batman vs Superman, c'est que Batman tue n'importe qui, et c'est que Batman tue avec l'intention de tuer. Il tue volontairement dans Batman vs Superman. Il a greffé une Gatling gun sur sa Batmobile, tu vois. Ça, non, je suis pas d'accord avec ça. Et on va m'expliquer que si Batman tue, c'est parce qu'il est devenu amer, il est devenu aigri, parce qu'il a un lourd passif qui a fait que maintenant il ne croit plus en ses convictions et il s'est décidé à tuer. Alors je suis d'accord avec cette vision du personnage, mais seulement, juste un truc les gars, qu'on m'explique pourquoi Batman est devenu comme ça. On est sur le deuxième film, le premier film de la saga, deuxième film de la saga DCEU, on est sur le premier film avec Batman, Batman est introduit dans ce film et on nous explique en très gros que maintenant il est devenu amer, il est trop vieux, il est aigri, il a plus envie de se faire chier, donc maintenant il passe à l'acte. Ok, je peux comprendre le raisonnement, seulement, enfin je peux comprendre et encore c'est difficile, hein. Batman qui tue... Ça voudrait dire qu'il remet en cause tout son cheminement psychologique qu'il avait jusque-là, hein. Donc j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, admettons que Batman tue, ok, c'est validé, mais c'est pas justifié. On nous dit que c'est justifié, mais moi j'ai envie de le voir en fait, j'ai envie qu'on m'explique, tu vois. Et là on arrive sur le quatrième gros point négatif du film. Snyder se permet beaucoup trop d'ellipses pour un deuxième film de la saga.
On nous montre le costume de Robin, comme quoi voilà, il a eu un Robin, ce Batman, ce Robin s'est fait tuer, et forcément ça a joué dans le changement de caractérisation de Batman. Et dans ce surplus de violence qu'il a besoin de... Ok, mais on nous montre juste un costume. On sait rien de ce Robin. On sait même rien de ce Batman finalement. Premier film de Batman et on nous dit déjà que bon ben il a 40 ans de passif. Enfin peut-être pas 40 ans, il a 20 ans de passif. Ce Batman a 20 ans de passif. De lourds passifs apparemment. Mais on te le montre pas. On te le fait juste comprendre. Et j'ai un problème avec ça. Trop d'ellipses. Par exemple, c'est le premier film avec ce nouveau Batman. Batman va voler la kryptonite à Lex Luthor. Ok, on ne le voit pas faire. On ne le voit pas faire. Ça aurait été hyper stylé, une putain de scène où Batman infiltre les locaux de Lex Luthor, hein, il déjoue les caméras, il déjoue la sécurité, parce qu'on imagine que le bâtiment est encerclé de partout par des mercenaires en armure, enfin en armes, pardon. Donc j'aurais aimé voir Lex Luthor qui va voler la kryptonite, j'aurais aimé voir Batman qui va voler la kryptonite dans les locaux LexCorp là. J'aurais eu besoin de voir ça. J'aurais eu besoin de voir ça parce que, à la limite, dans les films de Christopher Nolan, Batman, on te montre dès Batman Begins comment il devient Batman et pourquoi il devient Batman et pourquoi il est aussi fort. Tout est expliqué, tout est montré. Là, on a un Batman dont on ne nous montre rien du tout. Voilà. On te montre qu'il est capable de déjouer des caméras de sécurité, des machins, de rentrer dans des locaux hyper sécurisés, mais on ne te montre pas comment il a fait. Donc, une fois de plus, ça nuit à la crédibilité du personnage. Autre point négatif, et ce sera le dernier, et c'est un point négatif que j'aborde souvent dans mes vidéos critiques. Metropolis et Gotham City ne sont pas développés. Ici, on a la chance d'avoir les deux villes, chance ou pas, parce que du coup, on voit pas la différence entre les deux villes. C'est exactement les deux mêmes villes. C'est des villes américaines lambda. On aurait eu une Metropolis comme ça, bam, et une Gotham City comme ça, bam, et ben au moins... ça nous aurait permis de nous localiser pendant le film, de savoir où se déroulent les événements, et puis d'avoir une identité visuelle qui est propre à la caractérisation des deux personnages qui sont censés évoluer dans ces villes. Voilà pour les points négatifs, il y en a beaucoup comme vous avez pu le constater, des points positifs, il y en a tout autant, c'est juste ça va aller plus vite. Alors déjà, on va parler de la musique, parce que c'est un petit peu le premier contact qu'on a avec ce film, puisque dès la scène d'intro qui nous présente l'origin story de Bruce, d'ailleurs j'ai marqué ça un point positif, l'origin story de Bruce Wayne, est très bien résumée, elle n'est pas bâclée. Donc, dès cette introduction qui est forte en émotion et que je trouve superbe, très très bien chorégraphiée, très bien mise en scène, c'est vraiment très très beau sur un plan esthétique. On a un premier contact avec la musique du film qui est le thème de Bruce Wayne, un thème au piano très sombre, très mélancolique, très triste. Et c'est juste un piano avec des chœurs derrière, assez léger, et ce thème me prend aux tripes, j'aime beaucoup cette musique. Je trouve sublime ce thème qui s'appelle Beautiful Lie, le beau mensonge. Et là où je trouve que ce thème est très fort, c'est que on est sur le même type d'instrumentalisation que le thème de Clark Kent de Man of Steel, c'est-à-dire juste un piano, rien de plus, juste un piano. Mais d'un côté, on a un piano avec le thème de Clark Kent qui est plein d'espoir, qui a une petite note beaucoup plus légère, beaucoup plus positive. Et de l'autre, on a un piano qui est beaucoup plus dramatique, quoi. Tu sens qu'il y a de la tristesse, tu sens qu'il y a de la rancœur, voilà. Et donc, avec deux thèmes musicaux, Hans Zimmer a parfaitement ciblé les deux personnalités de ce film que sont Batman et Superman. Et ça, je trouve ça très fort. La composition musicale du film est très bonne, une composition que j'ai caractérisée de plutôt éclectique, dans le sens où on a donc des thèmes dramatiques, on a des instrumentalisations plutôt horrifiques, musique vachement lourde, c'est même pas de la musique, c'est juste un fond sonore extrêmement brutal, extrêmement lourd, qui ferait presque penser à du Joseph Bichara, qui est le compositeur des films d'horreur de James Wan, les Conjuring et compagnie, avec des instrumentalisations très lourdes, très étouffantes, et voilà, il y a vraiment ce côté un peu Joseph Bichara, il y a vraiment ce côté instru horrifique dans BVS. Et je peux vous dire, j'ai acheté le CD, moi je l'écoute en allant au boulot dans ma bagnole, l'OST de BVS, et par moments t'as des musiques, tu te dis mais ça c'est dans Batman vs Superman, quoi, des trucs vraiment horrifiques, tout simplement. Et il y a des musiques très orientées action, notamment lors du combat de Batman contre les sbires de Luthor dans le hangar à la fin du film. Enfin voilà, je trouve que la composition est assez éclectique, il y en a pour tous les goûts, même si c'est pas la plus grande partition de Hans Zimmer à l'heure actuelle. Faut quand même
dire les choses. Hans Zimmer nous habitue à beaucoup mieux. Le thème de Batman dans ce film est assez simple, très classique. Mais par contre, ce que j'aime bien avec le thème de Batman, c'est qu'il correspond très bien au Batman. Voilà, c'est le Batman de Ben Affleck, c'est d'ailleurs un point positif qu'on va aborder également. Le Batman de Ben Affleck est ultra violent, ultra imposant, ultra noir, ultra sombre. C'est peut-être le Batman le plus sombre qu'on a eu jusqu'à présent. Et du coup, il se dégage une espèce de lourdeur, de noirceur du personnage qui est très bien retranscrite par le thème de Batman. Donc très gros point positif de ce film, c'est Batfleck. Et autre point positif du film, c'est Cavill. Parce que même si son Superman est dépressif et qu'on voudrait voir un Superman qui parle plus aux gens et qui fait plus son boulot et qui est plus dans la bonne humeur, même si le Superman de Cavill est dépressif, et ben le Superman de Cavill, il est ultra stylé. Il est magnifique. La scène où Superman se rend au Sénat, putain, il a la classe. Il a une classe, c'est incroyable. J'aime beaucoup, dès la première scène du film, le lien qui est établi avec le film précédent, Man of Steel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on change de point de vue. On n'est plus dans les airs en train de se battre contre Zod et on voit rien de ce qui se passe en bas parce que les civils sont des fourmis et puis ils se font écraser par les bâtiments et on comprend pas et on voit rien de ce qui se passe parce qu'on est dans les airs, on est en plein combat entre deux dieux. Là, on a un point de vue qui est beaucoup plus terre à terre. On a le point de vue d'un humain, d'un terrien, Bruce Wayne. Et je trouve ça très malin de nous avoir montré les deux points de vue, ce que voit Superman et ce que voit Batman. C'est hyper cool. Gros point positif du film, c'est la Batmobile. C'est un parfait mélange entre le Tumbler de Nolan, qui était une espèce de tank, qui cassait tout, qui rentrait dans les murs, et indestructible, et la voiture beaucoup plus stylée, beaucoup plus dessinée, on va dire, de Tim Burton. Là, on a un juste milieu, et je trouve que cette Batmobile est très... C'est une des plus efficaces, je pense. Si on parle pas de la Gatling Gun qui est greffée dessus. Ça, c'est un problème. Gros point positif, ce film dégage des émotions. Voilà. On peut dire ce qu'on veut sur Batman vs Superman. Oui, le montage est catastrophique parce que c'est un montage au couteau. Il y a un problème de rythme dans ce film parce que t'as des scènes qui sont ultra chiantes. Par exemple, le dialogue entre Lex Luthor et la sénatrice. Et en contrepartie, on te montre pas Batman faire du Batman, s'infiltrer dans des bâtiments. On ne montre jamais Batman faire du Batman, on te montre jamais Superman faire du Superman. Par contre, on te montre des dialogues à la con qui servent à rien. Donc oui, il y a des problèmes dans la réalisation, il y a des problèmes dans l'écriture plutôt, des scènes. Par contre, ce film, il dégage de l'émotion, clairement. Que ce soit sur l'introduction et la mort des Wayne, que ce soit sur le fait qu'il y ait des civils qui meurent, voilà, je me répète, j'ai l'impression d'être un vieux con à chaque fois, à chaque vidéo, mais au moins il y a des gens qui meurent dans ces films, voilà. Donc on comprend l'intérêt qu'il y ait un Superman et qu'il y ait un Batman, parce qu'on voit des gens qui meurent. Donc vite, il faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui souffrent. Tu sais, la fameuse scène qui est magnifique, d'ailleurs c'est un autre point positif que j'ai cité, c'est qu'il y a, sur un plan esthétique, le film est magnifique, il y a des plans de Superman qui sont sublimes. Lorsque Superman est dans les airs et qu'il vient à la rescousse des gens dont le village est littéralement noyé, tu vois. Ils sont sur un toit et tu vois la femme qui tend sa main vers Superman, parce que c'est son sauveur. Et tu vois sur son visage à la femme toute la détresse du monde. Et c'est ce que j'ai envie de voir dans un film Superman, c'est la détresse du monde. Et tu vois Superman qui est là, magnifique, qui vient les aider, quoi. Cette scène, elle est sublime, il y a vraiment de l'émotion qui se dégage de ce film. La vision de Jonathan Kent, lorsque Clark Kent s'isole dans les montagnes et qu'il a la vision de son père, et qu'il a un bref dialogue avec son père, dialogue très, très cool pour le coup. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le rapport entre Jonathan Kent et entre Jonathan Kent et Clark Kent / Henry Cavill et Kevin Costner, que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà expliqué dans Man of Steel. Donc là, c'est super cool de retrouver Jonathan et qui va, par cette vision, permettre de faire progresser un petit peu son fils sur le plan psychologique. Et une scène très, très émouvante. La scène de Martha. Dans le temps, il y avait le point Godwin sur Internet. Maintenant, il y a le point Godwin et il y a le point Martha sur Internet. Point que je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi un tel tollé sur la scène de Martha. Les gens pensent que... En très gros, j'ai jamais compris pourquoi les gens pensaient que Superman et Batman se rabibochaient juste parce que leur mère avait le même nom.
C'est complètement con de penser ça. Faut pas avoir de cerveau pour penser ça. Le film est suffisamment explicite, cette scène est suffisamment explicite pour qu'on comprenne qu'au moment où Kal-El est en train d'agoniser, il va se faire tuer par Batman, c'est la fin, il est en train d'agoniser, il a plus de force, il a plus rien, et là il est presque en pleurs, il est pas en pleurs, mais il est presque en pleurs, tu sens qu'il est vraiment dans la détresse lui aussi, et il dit juste un mot, il dit juste Martha, il faut sauver Martha, il faut sauver ma mère, tue-moi si tu veux, mais sauve ma mère, je t'en supplie, tu vois. Et là, tu vois Batman, forcément le nom Martha, ça lui crée un espèce d'électrochoc psychologique, parce que c'est le nom de sa mère, et c'est pas un nom qui est forcément commun, donc oui, ok. Seulement, c'est pas juste parce que sa mère, la mère de Clark, s'appelle Martha que le mec a ce choc psychologique. C'est parce que Martha, il se remémore la scène de meurtre de ses parents et il se rend compte que maintenant c'est lui le meurtrier. Voilà ce qu'elle veut dire cette scène. Il se rend compte que c'est lui le meurtrier, qu'il est en train de tuer un gars qui a une mère qui s'appelle Martha. Voilà. Et que lui, quand on était gamin, eh ben on l'a pas tué, mais en très gros on a tué sa mère qui s'appelait Martha, mais on a tué Bruce Wayne au moment où lorsque Joe Chill tue les parents Wayne, il tue Bruce Wayne également, on le sait, hein, psychologiquement il tue Bruce Wayne. Bruce Wayne n'existe plus, après ça devient Batman. Donc il tue une enfance. Et là je trouve cette scène vachement déchirante et j'aime beaucoup, moi je kiffe la scène de Martha. Je kiffe cette scène, Martha, il faut que tu ailles sauver Martha. Je kiffe la détresse de Cavill, je kiffe Ben Affleck, la façon dont il réagit, ce Bruce Wayne, la façon dont il réagit, là il a le casque à moitié détruit. Why did you say that name? Il est dans une fureur. Et là, tu comprends que il est piégé. Sur le plan psychologique, il est piégé, ce Bruce Wayne, parce qu'il se rend compte que maintenant c'est lui le meurtrier, que c'est pas ce qu'il voulait. Il a jamais voulu devenir comme ça. Il se rend compte à ce moment-là qu'il l'est devenu et qu'il s'en était pas. Voilà. Je kiffe la scène de Martha. Et tous les cons qui vont te dire, qui vont cracher sur le film gratuitement, enfin qui vont cracher sur cette scène gratuitement, en essayant de décrédibiliser la situation, ils ont très bien compris ce qui se passait. Je comprends pas pourquoi une telle mauvaise foi sur cette scène en fait. Merde quoi. Donc sur le plan émotif, ce film marche, en tout cas avec moi il marche beaucoup. Il y a une dimension psychologique dans ce film également, c'est un autre point positif que j'ai nommé. Il y a une dimension psychologique, quoi. On n'est pas juste sur... je suis désolé, mais je vais être obligé de citer la concurrence, quoi. On n'est pas sur une publicité qui nous présente des figurines, quoi. Parce que pour moi, les films de Marvel, du MCU, je parle, attention, les films, quand je dis les films Marvel, je parle des films Marvel Studios. Pas forcément des films Marvel en général. Dans les films Marvel Studios, ce que je reproche, c'est que j'ai l'impression de regarder des publicités, quoi, où on nous vend Iron Man, on nous vend Thor, etc., etc. C'est des personnages qui sont beaux, lisses, propres, dans des films lisses, propres, où il se passe rien, où il n'y a pas d'émotion, et en tout cas c'est mon ressenti, quoi. Il n'y a pas de drama, il n'y a jamais rien, et enfin, ça je l'ai déjà expliqué en long, en large, en travers également. Et ce qu'on peut pas reprocher à Batman vs Superman, on peut lui reprocher plein de choses à ce film, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'essayer de creuser l'univers des super-héros en y apportant une dimension psychologique. Ce film, c'est pas juste une présentation de Batman, une présentation de Superman, et on va coopérer, on va se foutre sur la gueule, puis après on va coopérer, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, ce film. Il y a tout un sous-texte sur l'immigration, sur le fait d'être accepté par autrui, sur quelle violence est justifiée, quelle violence est justifiable, jusqu'où peut aller le rôle d'un justicier, tu vois, parce que là on te fait comprendre que Batman il est peut-être un peu trop extrême, ok, mais est-ce que cette violence est nécessaire? Et je trouve que ce film met sur la table beaucoup de thèmes qui sont très peu souvent abordés dans les films de super-héros, et une dimension psychologique. Je sais pas, Zack Snyder, il creuse, il essaye quelque chose, quoi. On ne peut pas lui reprocher ça. Gros point positif. Peut-être le plus gros point positif pour moi, c'est la scène de baston entre Batman et les membres de... Enfin, les sbires de Lex Luthor dans le hangar, lorsque Martha est retenue prisonnière et que Batman va la sauver. Cette scène, elle est ultra grisante. Cette scène, elle est jouissive. Tu vois, je reprochais à Zack Snyder de ne pas nous montrer le Batman qui s'infiltre. Au moins, il nous montre. Malheureusement, c'est que sur une scène, et c'est ça aussi... Ça me fait un peu chier, quoi. C'est qu'on voit ça que sur une scène, mais au moins on le voit, on voit Batman qui se bat. Et on sait de quoi physiquement ce Batman il est capable dans un combat. Il pète la gueule à 15 mecs. Easy. Voilà. Et cette scène de baston avec Batman, elle ringardise tous les autres films Batman qui ont été faits jusque-là. Parce que le Batman de Nolan qui se bat avec les coudes, c'était pas terrible. Et le Batman de Tim Burton qui se bat en mettant des golduches à l'ancienne... et qui est un petit peu empoté pour le coup. Voilà, là on voit Batman qui, comme dans les jeux vidéo Batman Arkham, le mec fait des trucs de malade, on comprend son potentiel au niveau du combat. Donc ça c'est hyper cool. Cette scène de baston ringardise tous les films Batman. Autre point positif
que j'ai grave kiffé, c'est l'arrivée de Wonder Woman. J'aurais même préféré qu'on ne voyait pas du tout Diana Prince dans le film, qu'on n'en entende pas parler, et qu'elle arrive à la fin comme ça pour sauver la situation. Son arrivée dans le film, elle est ultra classe, quoi. Le thème de Junkie XL, Hans Zimmer qui retentit derrière, on est bon. Franchement, quand t'es fan de DC, c'est ultra cool de l'avoir débarqué comme ça, quoi. Voilà pour les points positifs. Alors, j'ai pas parlé dans les points négatifs de la clé USB. Pas besoin de revenir là-dessus, c'est bon. Internet s'en est déjà chargé avant moi. La clé USB de Lex Luthor avec, une fois de plus, Lex Luthor omniscient, qui connaît la présence des autres méta-humains, il sait qu'il y a un Aquaman, il sait qu'il y a un Flash, il leur a même créé des logos. Donc le mec il fait tout, tu vois, le gars. Lex Luthor dans ce film il fait tout, quoi. Et c'est vrai que cette scène de la clé USB est complètement cool, quoi. Donc j'ai pas voulu m'attarder dessus, mais c'est un des gros points négatifs du film que j'ai pas évoqué parce que ça l'a déjà été fait dans le passé dans d'autres vidéos, donc c'est bon. Conclusion. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Retenez bien ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Votre jugement personnel, vous le gardez pour vous. On peut pas nier le fait que Zack Snyder, il a essayé, il s'est investi dans le projet, il a essayé de faire quelque chose. On peut pas nier le fait. Je veux dire, on est à des années-lumière, des yes man de chez Marvel qui se contentent de remplir le cahier des charges, enfin de faire respecter à la lettre le cahier des charges en nous proposant des films qui sont ultra plats, quoi. Là, comme j'expliquais, il y a une vraie dimension psychologique. Zack Snyder, il a essayé d'apporter quelque chose au monde des super-héros de chez DC. Quelque chose de très sombre, très réaliste, qui est beaucoup décrié sur Internet. Je suis pas contre le fait qu'on ait un univers sombre et réaliste d'ici qui soit en totale démarcation avec le monde de Marvel, en fait. Je sais très bien, me prenez pas pour un con, je sais très bien que dans les comics, tout n'est pas sombre et tout n'est pas réaliste. Bien au contraire. Les Green Lantern, rien que ça. Les Green Lantern, ça va à l'encontre du sombre parce que c'est plein de couleurs, et ça va à l'encontre du réaliste parce que c'est dans l'espace et c'est des mecs qui se foutent sur la gueule avec des bagues. Voilà. Donc me prenez pas pour un con, je sais pertinemment que le monde de DC Comics n'est à la base pas du tout un monde sombre et réaliste. C'est juste que là, on est dans une adaptation cinématographique avec un vrai réalisateur qui a des vraies idées et qui n'est pas dans qui n'est pas un yes man, qui va pas se contenter de faire ce que lui demandent de faire les producteurs, et qui essaie d'apporter sa vision à lui. Sa vision à lui est pessimiste, on l'a déjà vu avec Watchmen. Sa vision à lui est sombre, il a une vision aussi réaliste, enfin bref, et du coup il a essayé de faire ça. Voilà. Ça on peut pas lui retirer, je suis désolé, quoi. Je suis pas forcément pour ce côté sombre réaliste, mais si c'est ce qu'il faut pour se démarquer de la concurrence, eh bien oui, j'ai pas envie de voir exactement les mêmes films que font Marvel chez DC. Non, je suis désolé. S'il faut aller à ce point dans l'extrême pour se démarquer de la concurrence, eh ben pourquoi pas, je suis prêt à voir quelque chose de sombre et réaliste avec Superman et Batman, même si ça me fait chier de voir du sombre et réaliste avec Superman, je te le dis, hein, mais je suis prêt à faire l'impasse là-dessus et à m'investir dans ce projet, si c'est cohérent. Et le problème de Batman vs Superman, comme on l'a expliqué dans les points négatifs, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes parce que du coup on décrédibilise les personnages, on modifie complètement leur caractérisation et du coup ça donne lieu à des trucs complètement improbables, quoi. Donc en tout cas voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, retenez ça une fois de plus, Zack Snyder a essayé de faire quelque chose d'innovant et de couillu. Le mec a des couilles, je suis désolé. Et je préfère les mecs qui ont des couilles et qui tentent quelque chose même s'ils se font chier dessus derrière, plutôt que les yes man qui se contentent de filmer en respectant le cahier des charges. L'idée de base n'était pas évidente, hein, faire s'affronter Batman et Superman, qui n'ont aucune raison, aucune motivation à la base pour se foutre sur la gueule, c'est complètement con. Mais ça, on sait très bien, à mon avis, il y a la pression de la Warner Bros. Derrière. La Warner Bros, ça fait déjà des années qu'ils ont envie de faire un Batman contre Superman. Ils avaient déjà teasé une affiche dans le film Je suis une légende avec Will Smith. Il y avait déjà une affiche Batman vs Superman, elle était en 2006. C'est-à-dire qu'en 2006, tu voyais déjà que la Warner Bros, ils avaient déjà une envie de faire s'affronter Batman et Superman dans un film. Tu sais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi, mais ils avaient envie de faire s'affronter Batman et Superman, ce qui est à la base une idée de con. C'est une idée de merde. Voilà. Donc je pense que Zack Snyder a dû composer avec ça. Et étant donné que c'est pas un yes man,
eh ben, il a essayé d'apporter tout ce contexte psychologique pour justifier que Batman en vienne à se taper avec Superman. Voilà. Donc je pense qu'il a quand même bien bossé sur le truc. Il a bien bossé pour essayer de nous créer une rivalité qui soit compréhensible et qui soit cohérente. Même si du coup ça pêche sur pas mal d'autres aspects que j'ai évoqués dans les points négatifs. Bref, voilà, c'était la conclusion. Est-ce que j'aime Batman vs Superman? Eh bien, je n'en sais rien. C'est un film, quand je le regarde, il me laisse pas impassible parce que, comme j'expliquais, il se passe des choses, il y a de l'émotion dans ce film. Il me laisse pas littéralement impassible, ce sont les personnages que j'aime, donc ça me fait toujours plaisir de les voir, même s'ils sont pas très bien traités pour certains d'entre eux. Ça me fait quand même grave plaisir de voir Wonder Woman qui se bat contre Doomsday avec une épée. Ça me fait quand même plaisir de voir Superman parce qu'Henry Cavill est magnifique. Ça me fait plaisir de voir un Batman bien viscéral, bien animal, bien brutal, tu vois, même si là il va trop loin. Mais voilà, ça me fait quand même plaisir de voir ces personnages, donc j'ai un peu d'affinité avec ce film, mais d'un autre côté, ça me fait chier de voir le traitement qui est réservé à ces mêmes personnages, ça me fait chier de voir ce Lex Luthor, clairement, putain, ce Lex Luthor, il est insupportable. Ça me fait chier qu'il y ait beaucoup de choses qui ne soient pas expliquées dans le film, ça me fait chier qu'on fasse l'impasse sur la carrière de Bruce Wayne alors qu'il est déjà à la fin de sa carrière, ça me fait chier, il y a plein de choses qui me font chier, donc du coup, la balance, elle penche ni d'un côté ni de l'autre, j'ai mis un 10 sur 20 à Batman vs Superman, 10 sur 20, sur la version classique, version cinéma, 10 sur 20 parce que, je sais pas, mon cœur balance, je sais pas. Est-ce que je l'aime? Par moment oui, est-ce que je le déteste? Par moment oui. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Je pense faire un magnétoscope sur la version longue parce que la version longue, elle va venir. Ce qui va être intéressant d'ailleurs, c'est de reprendre tout ce que j'ai évoqué ici. Et d'y corriger, parce que la version longue, elle apporte des corrections à la version ciné. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que je reprenne tous les points qui ont été évoqués dans la version ciné et que je m'amuse à corriger ceux qui sont corrigés par la version longue. Et peut-être que la nôtre remontera. On verra ça dans le prochain magnétoscope. Ciao les amis.